Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui se déroule dans la ville de Koudougou. Là, nous sommes à 100 km de la capitale burkinabé, Koudougou, avec notamment la découverte d'une semi-industrie qui travaille dans la transformation du coton. Le coton qui est l'un des produits les plus importants, qui apporte énormément à l'économie nationale. Nous sommes allés donc à la rencontre de M. François Yameogo, plus connu sous le nom de François Ier. Il a 65 ans, il est titulaire d'un brevet professionnel de l'industrie de la mode, c'est bien cela, obtenu en France dans les années 86. Et il a décidé, malgré naturellement toutes les opportunités qui s'offraient à lui du côté de l'Hexagone, de rentrer chez lui au pays. On va revenir sur tout cela dans les moindres détails. Et je signale au passage qu'il est également expert dans le domaine de la mode parce qu'il a fait un peu le tour du monde où il a donné son expertise à travers la formation continue et également la remise à niveau de façon continue, pourrait-on dire ainsi, au niveau de toutes les personnes qui évoluent dans ce domaine. Monsieur Yameogo, bonjour, bonsoir à vous. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, dans votre semi-industrie dans la ville de Koudougou. La première question très simple, comment va François Yameogo pour toutes les personnes qui nous regardent sur Burkina Info actuellement? François Yameogo, il va très bien. Il vit à Koudougou tranquillos. Et il a choisi un genre de mode de vie tranquille à Koudougou après avoir passé des années en Europe. Alors la question souvent que j'ai tendance à poser à quelqu'un qui a plus de 60 ans, vous en avez 65 aujourd'hui, c'est quoi le quotidien d'un papa ou d'un papy de 65 ans? Le quotidien d'un papy de 65 ans, ça dépend de quel genre de papy. Il y a des papys qui sont là pour s'occuper un peu des petits-enfants. Il y a des papys aussi qui sont là aussi pour construire des projets, pour travailler, pour pouvoir encadrer d'autres personnes. Il y a des papys aussi qu'on appelle les bobos qui sont là aussi, qui traînent dans les bars, qui font des jeux ou bien des jeux de société. Donc ça dépend quel genre de papy. Vous êtes dans la logique de la construction de projets. Moi je suis dans la logique de la créativité, la recherche, toujours le gars qui pédale la bicyclette. Dites-nous, c'est quoi le secret pour avoir 65 ans? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui meurent très vite. On vous dit souvent que c'est un manque d'hygiène de vie ou encore nos comportements même qui favorisent tout cela. Je pense que c'est une question de mode de vie qu'on choisit. Moi, je ne bois pas. Bon, je bois bien du vin à table, du bon vin. Je ne fume pas. Oui. Je ne fais pas d'accès à certaines choses. Je travaille beaucoup. Et mon intellect, c'est-à-dire je fais la gymnastique intellectuelle, je travaille tout le temps en permanence, ça ne se repose jamais. Et je suis l'homme de projet, tout le temps je finis d'un projet à un autre, je suis un bâtisseur. Donc je pense que c'est ça qui fait que ça me tient en bonne santé et puis voilà. Nous sommes donc à Koudougou, nous sommes venus donc ici pour voir un peu qu'est-ce que vous faites au quotidien avec notamment la valorisation du coton. Une question basique à ce niveau. Le coton qui est toujours l'un des produits d'exportation les plus importants du Burkina Faso, pourquoi vous avez choisi exclusivement de travailler que sur le coton? J'ai choisi sur le coton, je précise bien que moi j'ai œuvré pour le coton biologique. Tout simplement parce que le coton, c'est une matière première noble. C'est une matière première qui me permet aussi d'avoir la traçabilité parce que moi je veux construire une marque. Je ne suis pas un confectionneur. Et dans une marque, il faut avoir une matière première régulière. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce qu'on appelle l'ADN de la marque. Moi, je suis sur le coton. Qui fait que j'ai toujours la matière première. Je sais qu'il y aura la pérennité dans tout ce que je fais. Mais si j'avais choisi d'autres matières, ça allait être compliqué parce que du jour au lendemain, on peut ne pas avoir de la matière première. Disponibilité de la matière, mais également une pensée pour toutes ces femmes, ces hommes intègres du Burkina Faso qui travaillent dans les champs pour produire de façon continue le coton? Oui, parce que derrière le coton se trouve toute une chaîne de valeur. Il y a le cotonculteur, il y a la femme qui travaille avec son mari dans les champs. Il y a dans la filature, il y a aussi l'égrenage, la filature, ça emploie des gens. Et dans la transformation, j'ai des teinturières. Après les teinturières, il y a ceux qui embobinent les fils, il y a les tisseuses, et puis il y a ceux qui cousent. Donc il y a toute la chaîne de valeur que d'autres matières premières, on ne peut pas.
Donc il faut valoriser ce qui est... Il faut valoriser, et non seulement il faut valoriser, et puis c'est une valeur ajoutée. Et c'est quelque chose qui aussi nous permet de construire une identité culturelle pour dire voilà, ce produit est fait au Burkina Faso. Et en dehors de ce coton, je ne sais pas quel produit on peut faire dans le textile, dire que c'est fait au Burkina Faso. Tout le reste, c'est de l'importation. À partir du moment où vous utilisez la matière première qui est de l'importation, vous ne pouvez pas dire qu'il est burkinabé. Ça répond peut-être à un slogan, produire, consommons burkinabé. Ça permet à l'économie nationale de mieux se porter, mais également donc du travail de façon continue pour nos cotonculteurs. Moi, je dirais plutôt mon slogan, c'est le patriotisme économique. Et quand on construit un patriotisme économique, on consomme ce qui est de chez vous. On apprend à aimer ce qu'on a, on produit avec ce qu'on a et on consommera ce qu'on a et on pourra aussi vendre aux autres ce qu'on fait et sans complexe. Pour moi, c'est le patriotisme économique. Certains, quand on voit François Ier dans le coton aujourd'hui, on se demande est-ce qu'il n'est pas tombé là-dedans alors que c'est toute une histoire qui est derrière cette affaire de coton, naturellement. Oui, c'est toute une histoire qui est dedans parce que moi, j'ai fabriqué en France. En France, j'ai toujours fait d'autres matières premières qui n'est pas forcément le coton. C'est vrai que j'utilisais le coton, mais c'est avec mélange. J'ai travaillé avec d'autres matières. En France, il y a des multitudes de matières. On travaille selon les saisons, on travaille selon la tendance, on travaille selon la demande du client. C'est le client qui nous impose et la société aussi qui nous impose parce que ce n'est pas les mêmes climats qu'ici. Mais cette matière première, je l'ai découverte lors d'Addis Abeba à l'écran, par Thomas Sankara. C'est que je connaissais le coton depuis gosse. Je portais le boubou pour aller à l'école, ici à l'école primaire. Mais je l'ai vraiment découvert lors du passage de Thomas Sankara à Addis Abeba où il y avait Jean. Ça a dû marquer les esprits. Et ça m'a marqué, mais j'ai essayé à l'époque de faire des choses. Même j'ai l'association des femmes qui sont venues chez moi avec la matière première tissée, fait que je devais l'introduire au niveau du marché sur place à Paris, mais ça ne passait pas parce que c'était trop. La teinture était... Apparemment, le passage à Addis Abeba a été le déclic pour vous. Ça vous a marqué les esprits. Jusqu'aujourd'hui, ça est dans ma tête parce que quand on regarde ce passage-là, où il est monté en tribune, il a montré qu'il est venu ici et qu'on pouvait porter du cotonnade. Et lui-même, ce qu'il portait, c'est vrai, il est burkinabé, mais en réalité, c'était des coupes européennes. Vous savez, le petit blouson qu'il portait, il les portait même en saharienne. C'est-à-dire qu'il adaptait cette matière déjà à d'autres cultures. C'était l'esprit déjà d'aller vers une industrie. Il n'est pas venu un boubou. Il a montré qu'avec cette matière-là, on pouvait faire des produits aussi comme les Européens, comme d'autres produits. C'est ce côté qui m'a marqué. Mon projet, j'ai commencé à construire à partir de là. Vous dites, quand c'est le président lui-même du pays qui le porte, qui le valorise ainsi, pourquoi ne pas s'inscrire dans la dynamique pour faire autant et même mieux que ce qu'il a porté? Oui, mais je pense qu'actuellement, les gens se sont inscrits dans cette dynamique. Oui, mais c'est ce que vous avez dit. Hein. Ça a dû être l'élément qui a certainement motivé votre retour au pays, avec notamment cette ambition de faire en sorte que le coton, le faso d'Anfani soit mieux valorisé. Non, ça a été l'élément qui m'a amené à réfléchir, à dire, attends, on peut faire aussi des produits avec... Mais vous en avez pris du temps tout de même, parce que quand on prend le discours de Thomas Sankara et votre retour au pays, ça a pris quand même un certain nombre d'années. Mais ça a pris un certain nombre d'années. N'oubliez pas que moi, j'étais dans l'industrie en France et que j'étais vraiment à fond. Et aussi, même si on a une idée, il faut construire le projet. Le retour, on ne se lève pas un jour comme ça pour faire le retour. Entre mon retour et le projet que j'ai conçu au Burkina Faso, il y a eu 8 ans d'écart parce que j'ai construit le projet tout en étant en France, tout en faisant la navette. Je venais tous les 3 mois, j'avais l'équipe qui travaille ici, je construisais, je faisais les recherches, j'essayais de lancer la marque et on a tâtonné avant d'arriver où on est. Et tâtonné malgré les difficultés, est-ce qu'il y a un moment donné vous êtes dit, est-ce que c'est pas mieux que je continue à rester en France que de revenir au Burkina avec toutes les difficultés auxquelles je suis confronté? Non, là c'est pas du François Ier. Moi je suis quelqu'un de très tenace. Et quand je veux quelque chose, quand je suis convaincu de quelque chose, quand j'ai une vision, quand je veux obtenir quelque chose, malgré le prix à payer, je vais jusqu'au bout. Vous êtes rendu compte que l'atmosphère tout de même était difficile au pays quand même, quoi qu'on dise? Oui, il est aussi difficile au pays comme il est aussi difficile en France. Vous savez, l'atmosphère n'est pas difficile au pays. L'atmosphère au pays, ici, c'est une question d'organisation. On n'est pas dans la même société qu'en Europe. C'est tout. Sans quoi, c'est plus facile de travailler ici, c'est plus facile même de se construire ici qu'en Europe. En Europe, ce n'est pas évident. Vous savez, être patron à Paris, gérer du monde, fabriquer, vendre, créer, trouver de l'argent, vivre, avoir une famille, ce n'est pas donné à tout le monde. On est combien qui le font? On n'est pas nombreux. Hein?
Donc, ici, on a la possibilité, mais ce n'est pas les mêmes sociétés, ce n'est pas les mêmes contraintes, ce n'est pas la même organisation. Il y a au moins une certaine facilité avec le monde du travail qu'on a, peut-être une main-d'œuvre bon marché, des conditions peut-être souples au niveau de la prise en charge du personnel avec lequel on travaille éventuellement, qu'on n'a pas du côté de la France forcément. Non, mais le problème aussi est qu'ici, on a le social qui est lourd. Parce que ici, c'est le patron qui gère le social. En France, l'employé est là, il a son salaire, point. Mais ici, vous êtes comme le père de l'entreprise. Vous êtes comme le père de tout le monde. Donc le social est aussi lourd ici. Et ça pèse naturellement. Ça pèse naturellement dans l'industrie. Voilà, dans l'industrie. Ça pèse beaucoup parce que le social qui gère, quand l'employé est malade, il se retourne vers son patron. Quand l'employé a des difficultés, quand il y a un décès, quand il y a tous ces problèmes. Alors qu'en Europe... D'où la nécessité de mettre en place une couverture sanitaire ou encore la question, par exemple, de la prise en charge d'une partie des frais et autres, la couverture santé qu'on propose dans les unités industrielles aujourd'hui. Oui, moi je ferai bientôt, je suis en train de faire, je vais faire ce qu'on appelle la mutuelle. Il y aura la mutuelle chez moi. Mais malgré tout, ça ne suffit pas. On a le social même de notre culture qui est différent de l'européen. L'européen, le patron et l'employé, il y a une distance. C'est-à-dire l'employé, c'est l'employé, le patron, c'est le patron. Tu travailles pour moi, je te paye, et après le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça c'est une autre culture qui est totalement différente de la nôtre. Alors revenons sur les navettes que vous avez fait à plusieurs reprises entre Ouaga et Paris pour l'installation de l'unité industrielle. Au début, finalement, quand vous avez commencé à rentrer au pays, à faire tisser le coton d'une autre manière, quel a été le premier retour que vous avez obtenu? D'abord, j'ai été voir mon consultant, mon expert comptable, qui est un ami en même temps, Badini Sikarex, et j'ai croisé une dame là-bas qui s'appelle Madame Ouedrago, qui dit voilà qu'elle tisse. Moi, j'avais l'idée de faire tisser. À partir de cette dame-là, on a commencé à mettre au point. Après, il y a le couleur du Sahel, Zakaria. On a commencé à travailler. Pendant ce temps, je faisais la navette. Et tout ce qu'on faisait en France, ça ne passait pas. J'ai essayé, souvent ça gratte, c'est lourd. Ah donc en fait, quand vous avez commencé à amener les tissus burkinabés du côté de la France, c'était difficile? Très difficile. Difficile parce qu'on disait quoi? C'était trop lourd? Lourd, oui. Et c'était pas doux. Et c'était souvent les couleurs, ça passait pas. Aussi, il fallait pas qu'il y ait un rétrécissement. Donc, parce qu'on vous dit très souvent, on le met dans de l'eau, tout de suite le lendemain, ça commence à se rétrécir et ça devient difficile à porter. Difficile à porter. Oui. Et moi, j'étais obligé de travailler en sorte, avec le temps, en écoutant les gens, les clients, les observations. Et puis, voilà, à partir de là, maintenant, j'ai commencé à mettre au point, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à faire un produit. Et ça a mis au moins 10 ans avant que le produit ne soit vraiment ce qu'il est aujourd'hui. 10 ans pour faire en sorte que ça devienne un peu comme le tissu qui est venu du reste du monde apparemment. Aujourd'hui, c'est un tissu, ce que je fais aujourd'hui, c'est un tissu, comme je peux dire qu'il se peut positionner comme le lin, il peut se positionner comme d'autres matières, comme la gabardine. Et je n'ai pas peur parce que je sais comment maintenant le travailler, comment l'arriver à avoir une qualité supérieure, une qualité qu'on puisse faire des robes, des chemises, des vestes, il n'y a plus de soucis. Mais avant, il y avait des soucis. Pendant des années, je perdais de l'argent. Et à tout moment, les mêmes reproches vous revenaient. Hein. Il faut rendre peut-être plus fin le tissu ou encore la manière de faire plus fin et plus doux. Plus fin et plus doux. C'était l'exigence majeure qui vous était... L'exigence majeure qui existait. Raison pour laquelle j'ai pris le coton bio, parce que le coton bio, c'est plus fin et c'est doux. Et même là, actuellement, il y a encore un travail à faire parce qu'avec Filsa, ils sont en train de mettre des nouvelles machines pour faire un tissage classique. Actuellement, c'est l'opélène qu'ils font. Et ça va devenir plus doux encore que la douceur d'aujourd'hui. Et est-ce que ça a été facile de convaincre les uns et les autres qu'il fallait revoir la manière de faire le faso d'Anfani? Parce que certains auraient pu dire, lui, il vient de la France, c'est un aventuriste, il est venu nous imposer quelque chose qu'il a amené de l'extérieur, alors que nous avons notre façon d'Anfani, l'authentique, l'original, avec notamment son poids et sa manière d'être. Vous savez, quand on a une vision, quand on est passionné de quelque chose, quand on veut être un leader, il faut savoir qu'en face, on a une résistance. On a des gens qui sont, d'abord, on ne croit pas à ce que vous faites. Et deuxièmement, ça les énerve que vous venez changer les codes. Vous avez eu à avoir des discussions? J'ai reçu des lettres même
plein de lettres de dénigrement, plein de lettres anonymes d'insultes. Ah oui, dans ces lettres-là, qu'est-ce que les gens vous disaient? Il y a d'autres qui me disent, mais tu te crois pour qui? Tu es venu au Burkina Faso, tu penses que tu vas faire quoi? Tu n'auras jamais de marché ici, tu ne seras rien, tu n'es pas mieux que... Et ça ne vous a pas du tout ébranlé, hein? À aucun moment vous êtes dit, ouf, ces genre de propos... Il y a même ceux qui sont plus près de moi qui disent, mais tu es bête, tu es en train de parler, tu parles beaucoup à la télé, tu montres ce que tu fais, tout le monde, ils vont tous copier, ils vont faire comme toi. Et d'autres aussi qui disent, oui, tu es venu, tu mets beaucoup d'argent avec la friperie, ça ne marchera pas, et il faut faire du coton glacé. Et tout ça, vous vous êtes dit, je mets ça sous le coup de l'incompréhension peut-être de la mission que je me suis assignée. Ils ne savent pas où... c'est quoi cette manière de se comporter là? Parce que la vie, c'est une question de classe, de question de niveau. Moi, je suis arrivé à un certain... Bon, je ne peux pas dire à un certain niveau, mais quand je veux faire quelque chose, je construis le mental. Mon mental, déjà, vraiment pour m'amener à bouger, il faut être très fort. Parce qu'on peut pas. Parce qu'avant de construire le projet, je savais tout ça. Je suis burkinabé. Moi, je suis burkinabé. Oui. Je suis de l'Afrique profonde, du village. J'ai grandi au village. Donc, je connais le burkinabé. Je sais que je n'attendrai pas de compliments de mes frères. Ça, je le sais. Donc, alors qu'en Europe, j'avais des compliments. Il y avait des gens qui me disent, vas-y, l'idée n'est pas mal, tu vas avec ça. Mais certains, à votre place, auraient pu se dire, écoutez, quand c'est comme ça, moi j'abandonne. Parce qu'à un moment donné, je viens pour les aider. Mais si eux ils ne comprennent pas la valeur ajoutée de ce que moi je veux faire, je préfère peut-être continuer à vivre en Europe et revenir pour mes vacances comme tout le monde le fait. J'essaie d'être ouvert avec les gens, qui fait que j'ai beaucoup d'amis. J'ai des amis un peu dans la presse, j'ai des amis un peu même dans la magistrature. J'ai beaucoup d'amis en France. J'ai un de mes amis, un journaliste, qui m'a dit, qui connaît bien l'Afrique, il m'a dit, François, ne te décourage pas, même s'il y a certaines choses qui ne vont pas, il faut savoir que c'est la naïveté. Les gens ne sont pas méchants, mais ils sont naïfs. Oui, il a résumé. Donc, à partir de là, j'ai compris. Il m'a dit, ne juge personne. L'autre mission, c'était de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre que ce que je leur propose, c'est pour leur bien, n'est-ce pas? Oui, je savais très bien pas convaincre la majorité, mais ne serait-ce qu'une minorité qui va porter pour montrer aux autres que ce que le monsieur fait, ça a quand même de la valeur. Oui, j'ai compris que, au fait, quand on prend l'histoire de d'autres pays, que ce soit tous les grands pays, les pays développés, il y a eu des percusseurs. Il y a eu des gens qui sont venus, on était même contre ce qu'ils faisaient. Et ceux qui ont fait bouger les choses. Je savais très bien que, même mes employés même étaient contre. Hein, à l'interne même. À l'interne même. Oui. Mes employés, quand je disais de faire ça, ils disent, on ne fait pas, on a fait 20 chemises, on a accroché, ça ne se vend pas, on ne fait pas. Et j'avais la bataille même avec eux. Moi. À ce moment, il fallait personnellement trouver de l'argent ailleurs pour continuer à les payer, pour maintenir. Parce que, en France, je gagnais bien ma vie. Et je savais très bien que j'allais passer peut-être dans une société, je savais que c'est 5 années de difficulté, il faut passer les 5 ans. Je me suis préparé, je sais que ce n'est pas des gros salaires. Je me suis dit même une fois par mois, je peux, de la France, j'envoyais de l'argent, je faisais les salaires. Je savais que dans les 5 années, j'allais me positionner. Et je savais que 5 ans, et eux, ils ne croyaient pas, je savais que ça allait bouger. Donc, il fallait faire ce qu'on appelle du réseautage. Donc, je faisais même des chemises, presque 10 à 20, et j'ai donné à certaines personnes, mes employés disent, ouais, tu donnes trop, tu fais cadeau. Mais je savais que ces gens qui vont porter, il y aura du... Ils seront les ambassadeurs de la marque François Ier, en fait. Et à travers eux, la machine va se dégripper et ça va aller. Et ça s'est passé comme ça. Et les vents contraires avec notamment les tisseuses ou les tisseurs à Ouagadougou, dans les autres localités du pays, il a fallu les convaincre où on s'est dit, il faut les laisser. Moi, je continue, qu'ils continuent à faire comme ils le font. Et moi aussi, je fais à ma manière. Et on verra qui aura finalement le dernier mot. Oui, à Ouaga, je peux vous dire que j'ai cassé au moins combien de cardans, les voitures, pour entrer dans les quartiers, dans les globes, pour voir les tissus. La majorité des tissus, beaucoup, je les connais. Et chaque fois quand vous arrivez pour les voir? C'est des problèmes quand je donne mon fil. Comme le fil est fin, c'est difficile à faire, je suis exigeant. Et elles me disent oui, on va faire, mais en réalité, elles ne font pas. Donc, ça me crée des problèmes parce que je ne pouvais pas avoir une continuité dans la production. Est-ce qu'il y avait une certaine intention de vous imposer le même façon d'enfanner que tout le monde? Est-ce que certains vous ont dit, soit vous prenez ce que nous avons, ou non, on ne travaille pas avec vous? Non, d'abord, ce n'est pas imposé. On a du coton, on a la matière première. Derrière ce coton, on peut faire plusieurs matières. Moi, j'ai fait du faisceau d'enfannie fin. J'ai fait du faisceau d'enfannie pour une mode contemporaine. Mais on peut faire du faisceau d'enfannie pour l'ameublement, lourd. On peut faire du faisceau d'enfannie pour même des bâches. C'est une question de créneau. Moi, j'ai choisi un créneau
À travers ce créneau, on peut faire d'autres créneaux. Et tout autour de vous, l'adversité était là. Voilà. Ce que les femmes font, c'est des façons d'enfanner paille pour attacher, pour faire des bobos, pour faire autre chose. Ça, c'est aussi un autre créneau. Donc, il faut qu'on développe plusieurs créneaux. Mais vous avez voulu amener les gens donc à changer avec vous. Non, je n'ai pas voulu les amener à changer. Je ne peux pas amener personne à changer. J'ai voulu montrer qu'il y a une autre manière de faire certaines choses, des choses. Maintenant, ceux qui suivent, mais depuis de 2006 que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, vous voyez bien que le façon d'enfanner est rentré dans le prêt-à-porter. Même si beaucoup se sont mis, des couturiers se sont mis, des gens se sont mis, ils ont essayé de faire des vestes, ils font des vestes comme moi, ils font des chemises comme moi, qui n'existaient pas avant. Moi, j'ai voulu faire un concept, faire autre chose. Et cette chose que j'allais faire, ça allait aussi donner son niche, créer des emplois et donner aussi une autre façon de faire. Alors, est-ce que c'est finalement à la lumière de ce constat, de ces vents contraires que vous avez constatés, partout vous passez avec votre tissu, on vous dit c'est difficile à faire, que vous avez dit il me faut créer mon unité industrielle à moi? Oui. Parce que, je ne pouvais pas respecter aucun engagement. 2, mes clients venaient même quand ça a vraiment démarré à Ouaga, on ne trouvait pas de chemise. Vous étiez permanemment en rupture de stock? Parce que quand on prend les femmes... Malgré le fait qu'on trouve que vos chemises sont assez chères, ce n'est pas pour les citoyens moyens. On vous dit que ça commence à 17 000, 20 000, 25 000, 30 000. Tout le monde ne peut pas porter François Ier quand même. Vous savez, la société est faite de classes. Si on veut, on ne veut pas qu'on admette. Les doigts, ce n'est pas les mêmes longueurs. Il y a la classe moyenne, il y a la classe UP, il y a la classe haut et il y a la basse classe, ainsi de suite. Donc la clientèle, ce n'est pas François Ier qui impose, c'est selon le besoin. Moi, je travaille parce que le besoin y est. Donc il y a une clientèle qui est là pour François Ier. Il y a une clientèle qui peut être là aussi pour d'autres personnes. Il y a une clientèle qui peut être là aussi pour la confection. Il y a une clientèle qui est là aussi pour la friperie. Donc dans la société, chacun crèche sur son niveau. Donc pour ceux qui espéraient voir François Ier éventuellement baisser les prix de ses chemises pour qu'il puisse en porter, c'est perdu alors? Non, attention, ne confondons pas François Ier marque. François Ier peut créer une sous-marque. Demain, je peux faire des chemises à 6 000, 7 000, mais ce serait une sous-marque. Ça serait une chemise aussi qui sera légère pour certaines clientèles. C'est comme ça. Même que vous voyez dans n'importe quel produit, que ce soit dans l'automobile, il y a la Rolls-Royce, il y a la Mercedes, il y a toutes sortes de produits. Mais vous préférez peut-être la qualité pour la minorité que la quantité pour la majorité avec peu de qualité. C'est un choix qui est fait, c'est hermétiquement choisi. C'est un choix, c'est réfléchi. Je préfère la qualité, j'ai mis François Ier la barre très haute, la qualité tout simplement parce que je ne conçois pas. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Dans tous ces pays, je ne conçois pas qu'on dise qu'au Burkina Faso, c'est des gens, tout ce qui vient du Burkina n'est pas de la qualité. Ah, donc il y a moi, c'est une philosophie. Oui, je veux que partout où j'arrive dans le monde, on sait que sur le Burkina Faso, on a des produits de qualité. Qu'on est capable de faire la qualité. Aujourd'hui, au Burkina, que ce soit les Ivoiriens, tous les créateurs m'appellent, Ivoiriens. Ils sont surpris de voir les produits qui sortent du Burkina Faso. Et j'ai dit oui, François. Et personne ne se plaint des montants ou des tarifs, non, pas du tout. Non, ça se vend. Ça se vend très bien. Oui, ça se vend. Si c'est de la qualité, vous savez, la qualité a un prix. Et la qualité, vous savez, pour bien conserver, pour dépenser moins, achetez la qualité. Quand vous achetez la merde, vous allez faire que acheter la merde. À chaque fois, acheter. Mais quand vous achetez la qualité, vous gardez longtemps. Vous économisez plus d'argent. Donc, c'est vendre encore une fois de plus l'image du Burkina, comme l'a fait. Le rayonnement du Burkina à l'international, ça c'est très important pour moi. Parce que pour moi, quand je vais dans un salon, je ne veux pas des produits accrochés comme ça, oui, l'Afrique, ils sont là dans un coin. Non, je veux que quand mon produit arrive, que le créateur européen qui arrive, qui sait que ces produits-là sont au même niveau que leurs produits. Et ça vient du Burkina Faso. Et ça vient du Burkina Faso. Estampé, pays des hommes intègres. Et c'est le Burkina Faso. Et à partir de ce moment, ça va donner une autre image du Burkina Faso. Il n'y a pas que François Ier. Si l'image est bonne, il y a d'autres produits qui vont se vendre. C'est dans ce sens-là. Revenons sur l'installation de cette semi-industrie de transformation du coton. Comment ont été les premiers moments? Très difficile. Comment? Racontez-nous d'abord pour avoir le terrain. Le terrain, je vous ai dit que je suis un visionnaire. Le terrain, je l'ai demandé depuis 1999. 99. Je vous ai dit que j'ai regardé Thomas Sankara.
Donc j'ai conçu, j'ai envoyé un dossier à la mairie, j'ai demandé le terrain. Le comité, la mairie m'a répondu comme quoi le conseil général qui sont réunis m'ont donné. Après, il fallait faire les papiers, il fallait aller à l'urbanisme à Ouaga. Je suis venu à l'urbanisme à Ouaga, ils ont validé. Après, j'ai obtenu le terrain. Et le terrain, je l'ai mis là. C'est comme un oubli. Je ne savais même pas où ça se trouvait. Les maçons avaient les clés, il a fait les murs. À moindre frais, on vous a donné un terrain moins cher. Non, c'est un terrain pour un projet. Ce n'est pas un terrain d'habitation, c'est un terrain d'industrie. Vous savez, dans n'importe quel pays du monde, que ce soit en France, que ce soit partout dans le monde, vous arrivez, vous voulez investir, vous faites une demande à la mairie, ils ont ce qu'on appelle des zones industrielles, ils vont vous donner le terrain. Mais il faut réaliser le projet. Donc le terrain était là, Le vous avez terrain fait était les là, papiers. j'avais les papiers. Pendant, j'ai mis au moins 15 ans avant de... J'ai travaillé dessus doucement le projet. Et le projet maintenant est pris forme. Voilà. Et c'est au moment de venir commencer effectivement à travailler que vous vous êtes rendu compte que c'était véritablement un parcours de combattant. Parce que vous avez dit que ça a été difficile au début. Oui, très difficile. Très difficile parce que d'abord, le terrain, je voulais faire une vraie industrie. On a l'impression que quand vous êtes arrivé, vous n'aviez pas eu du tout eu les ambitions modestes. Hein. Vous vous êtes dit, je viens pour sortir quelque chose de vraiment grandiose, quoi. Voilà, je suis venu en tant qu'industriel. Avec un projet qui a avoisonné. J'ai mis mon matériel dans 2 conteneurs. C'est-à-dire j'avais tout. C'est-à-dire je suis venu avec l'extra-système, les machines pose-boutons, les machines pour fabriquer tout. Arrivé, j'ai dédouané. J'ai eu un agrément un agrément de code d'investissement au Burkina Faso que j'ai fait. Mais il y a une personne qui m'a sauvé. Paix à son âme. M. Emmanuel Zongo, celui qui a l'hôtel Splendide. Splendide. Il vous a sauvé en faisant quoi? C'est un cousin. Moi, je suis quelqu'un qui ne fume pas, qui n'aime pas... J'aime pas déranger les gens. Mais je passais comme ça, je lui dis bonjour. Je suis rentré. Je lui ai expliqué mon projet. Il dit c'est bien. Il m'a écouté. Pendant 4 heures, on a discuté. Il m'a dit, c'est dommage. Il a failli pleurer. Il m'a dit, tu as mis tout cet argent-là? J'ai dit oui. Vous avez mis en ce moment, c'était combien que vous avez dit? Beaucoup d'argent. J'ai mis au minimum, on peut dire 150 000 euros, 150 millions à peu près. 150 millions de francs CFA. De francs CFA. Avant que ça ne démarre même. Rien, que le matériel que j'ai amené parce que je pensais faire une industrie. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, il ne faut pas, parce que j'ai un grand terrain. Il m'a dit, écoute, oublie ce matériel. Considère comme c'est une perte. Commence tout petit. Il m'a dit ça. Il m'a dit, commence tout petit. Il m'a dit, tu sais qu'ici, c'est un banc. Sur le banc, il y a des gens assis. Ne bouscule personne. Bats-toi pour faire ta place sur le banc. Mais commence tout petit. En fait, c'est comme s'il vous disait, comprendre la philosophie des personnes avec qui tu vas travailler. Tu vas travailler. Et que je ne connais pas le terrain. Et que si je viens à Koudougou avec tout ce matériel m'installer, je vais fuir et je vais repartir. C'est ce qu'il m'a fait comprendre. Et quand je suis sorti de là, j'ai pris l'avion. Dans l'avion, je ne sais pas quoi faire. J'avais tout le matériel. Et le matériel était stocké finalement. J'étais obligé de prendre une maison à Somgandé et j'ai stocké tout le matériel. Et j'ai oublié le matériel. J'ai pris une vingtaine de machines, j'ai loué un local à Pasmanga et j'ai fait un atelier. Commencé comme un créateur. Et en oubliant tout ce matériel qui est en train de pourrir, qui est de l'extra-système, vous savez, tous les systèmes informatiques, quand ça reste longtemps, 1 an, 2 ans, c'est fini, c'est l'obsolète. Mais en repartant, vous vous êtes dit, mais finalement, ce pays-là, je l'abandonne ou... Non. Mais il vous a donné tout de même à réfléchir. Il m'a donné à réfléchir. Il m'a dit, commence tout petit, avec le temps, après tu fais coup de goût. C'est ce qu'il m'a fait comprendre. Mais pendant ce temps, moi, j'avais déjà investi dans le matériel. J'ai ramassé tout ce que, même les tables de coupe, tous les ciseaux, tout de Paris, parce que j'étais industriel. J'avais tout. Et j'ai acheté encore du matériel ajouté. Parce que je voulais arriver en tant que faire une usine. Mais usine, tu ne connais pas la matière première, tu l'obtiens comment? Et il faut former l'équipe. Et encore, les gens vont voir déjà le matériel, ils vont se dire, le gars est très riche. Et après, c'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est ce qu'il m'a fait comprendre. Donc, j'étais obligé de commencer comme styliste, modéliste, en faisant une ligne vestimentaire et en lançant le nom et la mode éthique. Et depuis presque longtemps, c'est un créateur. Mais le côté industriel, je l'ai mis de côté. Et le côté industriel, je l'ai réveillé. J'ai commencé à le faire qu'à partir de
2017. Et c'est récent en plus. C'est récent. Donc j'ai pris maintenant ma casquette d'industriel. Et les premiers moments, donc finalement, après Paspanga, certainement vous avez commencé à vendre à Paspanga. Vous avez dit Koudougou maintenant, comme il l'a dit, acte 1, acte 2, voilà. Acte 2, maintenant Koudougou. Comment ont été les premiers moments sur place à Koudougou? La philosophie qu'il m'a donnée, il m'a dit d'abord, viens t'intégrer, fais comprendre la société, existe d'abord avant de faire. Donc, avec tout le temps. Réapprendre à vivre à Koudougou. À vivre encore. Parce qu'il me connaît. Il sait très bien que je vais vivre un peu à l'européenne. Donc, avec le temps que j'ai fait à Paspanga, j'ai brassé les gens, j'ai eu des trahisons, les employés, beaucoup de problèmes. Trahison. Et les employés, on les prend, parce que moi j'ai foncé à l'européenne. On prend, on veut qu'il soit dans de bonnes situations. Vous l'équipez, vous lui donnez tout ce qu'il fait. Après, un matin, il vous dit que oui, je suis malade, j'ai le palu, il disparaît. Beaucoup de jeunes vous ont trahi. Oui, avec les motos et tout ça. Et quand vous investissez sur une personne, vous les faites venir souvent d'Abidjan, ça fait de l'argent. Pas besoin forcément de faire venir quelqu'un d'Abidjan. Ou on aurait pu prendre à Ouagadougou aussi. À Ouagadougou, on en trouve. Mais pareil, que si vous faites venir d'ailleurs ou à Ouagadougou, c'est la même chose. Parce que moi, je ne suis pas là. Moi, je suis en France. Moi, je viens tout. Apparemment, vous avez été un peu déçu par certains jeunes. Non, pas déçu, mais j'ai appris. Le mot déception chez moi n'existe pas. J'apprends toujours. Apprendre dans le côté négatif ou positif? Que ce soit négatif, la négativité me permet d'avancer. Une fois que c'est négatif, ça me corrige, ça me permet d'avancer. Si je n'avais pas connu ces jeunes-là, peut-être je n'allais pas avoir la force que j'ai aujourd'hui. Parce qu'eux, ils m'ont préparé. Donc, et finalement, il a fallu réapprendre à vivre Paspanga, Koudougou. Et comment a été, je reprends ma même question que je vous la pose, comment ont été les premiers moments à Koudougou finalement? Quand vous êtes arrivé, il a fallu réintégrer donc la société. Deuxième élément, commencer à faire fonctionner cette unité industrielle. Pour venir à Koudougou, c'est une autre histoire. Koudougou, moi j'avais le projet à Koudougou de l'industrie. Dieu fait les choses, j'ai croisé des Européens qui m'ont dit qu'ils sont à Koudougou, ils ont un projet d'industrie. Moi j'ai dit, mais ça me va. Si vous avez un projet d'industrie, moi mon objectif c'est de faire l'industrie. Que ce soit j'ai des partenaires ou pas, ça m'est égal. En Europe, de toute façon, je travaille avec des partenaires. Je suis habitué. Donc, le projet, ils m'ont dit de préparer le projet. Je leur ai donné le projet. Et le projet s'est passé en commission, en conseil d'administration. Ils m'ont convoqué en France. J'étais 200. Et ils ont dit, bon, on dépose le papier, on veut que tu nous expliques ton projet. Donc, c'est ce genre audition. J'étais là et j'ai expliqué le projet de A à Z. La création d'emplois, l'impact social et ce que ça va rapporter. Et ça va créer des emplois pour la ville de Koudougou. Et pour l'économie nationale et tout. Et on peut créer une marque et que ça peut être ce qu'on appelle, il y avait traçabilité de cette marque. Ils ont applaudi. Ils m'ont dit, on y va. Vous vous êtes dit, voici des gens qui me... Voilà des gens avec lesquels je vais travailler. Donc, il fallait créer la marque. On a créé la marque Terre d'origine. Et maintenant, il fallait que je revienne ici. J'ai demandé un contrat. Donc, on m'a fait un contrat d'expatrié. Avec un salaire européen, avec une voiture, avec l'essence, avec tout ce qu'il faut. J'avais mis dans le confort. Et comme c'est Koudougou, ça m'arrange parce que... C'était encore plus simple, oui. J'ai le matériel qui est obsolète parce qu'il faut encore réacheter le matériel. J'ai dit, voilà, c'est une chance. Koudougou, moi, le plus important, c'est d'avoir l'industrie que je vis tranquille à Koudougou, que ce soit Pierre ou Paul, que ce soit avec des gens ou moi seul. Peu importe. Pourvu qu'il y ait de l'emploi. L'emploi, que moi je travaille. Que je puisse revenir chez moi. Voilà. Et parce qu'il y a toujours quand même cet attachement. Revenir chez moi et vivre dans mon village. Donc moi j'ai accepté. Je suis arrivé à Koudougou avec eux. Il était question, dans nos accords, c'est moi qui est le concepteur du projet, concepteur de la marque. La ligne vestimentaire, c'est moi. Eux mettent l'argent. Il était question que eux, ils ont une association, au bout d'un moment, que l'association accompagne le projet, 1 an, que je fasse la mise en place de la ligne et qu'ils valident. Après, maintenant, on passe en société aérienne et qu'on agrandit, que ce soit une... Tout un processus... L'association ne peut pas faire de l'industrie. Donc, je suis conscient de cela. Et j'étais d'accord. Maintenant, au bout d'1 an, je lance la ligne, je fais un défilé là-bas pour le groupe en France. Je lance la ligne, ils sont contents, la ligne marche, on a ouvert des boutiques à Ouaga. Et on exporte en France, et les gens ne se manifestent pas. Ils ne veulent pas créer la société. Et c'est toujours des caméras, on vient, on filme, on part, parce qu'ils veulent que la marque, on reste l'esprit associatif, et que eux, ça les permet de filmer, d'aller avoir des financements et autres. Est-ce que vous avez dit finalement, ils étaient en train de m'exploiter, de m'utiliser? C'est comme si c'était une belle supercherie qui se préparait contre vous, même qui était en marche contre vous. Non, ils ne peuvent pas m'utiliser, je suis plus vicieux qu'eux.
Moi, je suis déjà prêt. Parce que, vous savez... Mais ça vous a tiqué quand même de savoir que non seulement le financement ne vient pas, mais on vient tout le temps vous filmer pour aller chercher de l'argent et tout ça, oui. Vous savez, j'étais préparé. Je savais très bien qu'il y a deux versions. Soit on va créer la société, la SARL, qu'on va faire l'industrie, parce qu'ils pensaient reprendre Faso-Mani et tout, ce qui m'ont fait miroiter. Soit, à la fin, on vous met une personne en disant oui, la personne va vous accompagner, va être un assistant, après on vous injecte, et puis cette personne prend votre place, parce qu'une fois que les structures est faite, c'est fini. Donc, pendant que je suis avec eux, je construisais mon projet. Je construisais avec les bâtiments. Et je me préparais. Oui, ça vous a boosté davantage à vous dire. C'est grâce à eux, au fait, que ils m'ont permis de m'intégrer, au fait. En étant salarié, en étant à Koudougou, en faisant cette industrie avec eux, ça m'a permis d'être à Koudougou, ça m'a permis d'être sur place. Quand je faisais la navette. Et à partir de moi, j'ai dit, je peux vivre ici. Cette fois-ci, j'ai fini. Je ne repars plus. Donc après, maintenant, quand ils ont compris que j'ai compris leur jeu, ils sont arrivés un matin, ils disent oui, on arrête tout. Moi, j'ai dit... En fait, ils ont cru que ça allait vous surprendre. Non, voilà. Ça allait me surprendre. Moi, j'ai dit on arrête tout. Ça, c'est un. Et secondo, normalement, je pouvais les poursuivre avec le contrat français que j'avais. Ça, c'est un. Deuxièmement, on m'a délocalisé. Je suis français aussi comme eux. Donc, je connais la loi française, mais je me suis dit, je les laisse. Au contraire, j'ai dit Dieu merci, grâce à eux. Je suis revenu chez moi. Au Burkina Faso. Donc, on est devenus des amis. La dernière fois que je les ai vus, j'ai dit, je suis le grand patron, j'ai dit, je te remercie beaucoup, grâce à vous. Je suis revenu chez moi. Mais malgré toute cette déconnexion avec ces amis-là, ça a été encore une autre paire de manches pour que cette unité industrielle dans laquelle nous sommes à Koudougou actuellement pour faire cette émission-là voit le jour. Parce que les premiers moments n'ont pas été aussi faciles quand même. Non. Après eux, j'ai pris mes économies et j'ai commencé à construire les bâtiments. Après, il y a eu un appel à projet qu'on appelle le Fonds culturel de développement du ministère de la Culture. J'ai soumissionné. Eux, ils m'ont donné un prêt. C'était un prêt de combien? Un prêt de 42 millions à peu près. 42 millions. Et ça m'a permis de renforcer, de construire pour acheter tout ce qu'il fallait comme bâtiment, comme machine et tout ça. C'est une renaissance, une reprise. Et à l'ouverture, j'ai eu la chance que le grand patron est venu. Oui, c'est vrai qu'en 2018, le président du Faso était là. Donc c'était une chance pour moi. Et il a cru aussi à ce projet. Et beaucoup ont commencé à croire à ce projet. Et il est venu pour l'ouverture de ça. Et ça vous a donné, ça vous a galvanisé d'abord? Confiance totale. Ça m'a propulsé. Ça permet aussi aux gens de découvrir le projet. Ça permet aussi à tous gens aussi de rêver. Ça permet aussi au monde international de savoir que quelque chose se fait. En off, là, qu'est-ce que le président du Faso vous a confié quand il est venu voir ça? Non, il ne m'a pas parlé en off. Il était là, il y avait le monde. En partant seulement, il m'a dit du courage. Le pays, on est fiers de toi. Et le pays, au moment voulu, on fera des choses. Et depuis lors, est-ce qu'il a fait des choses pour vous? Depuis lors, oui, il a fait des choses. Le fait déjà même comment vous expliquer ça? Il est venu déjà, c'est plus que tout. Vous voulez qu'il fasse quoi encore? Non, peut-être que... Le président de la République se déplace, qu'il vient chez vous, qu'il vient vous soutenir. Il n'y a pas de prix. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, même de l'argent, même des milliards, ça ne peut pas remplacer. C'est à moi maintenant de l'exploiter, c'est à moi de travailler, c'est à moi de recréer une nouvelle confiance pour qu'il revienne. Alors, l'unité il est venu pour l'ouverture. Qu'est-ce qui prouve que je suis encore là? Qu'est-ce qui prouve que je ne me suis pas sauvé? Qu'est-ce qui prouve que ça travaille? Donc, il faut travailler, redonner une confiance. Et la confiance, s'il y voit des échos, et que François travaille, et que vraiment il y a de l'avenir dans ce qu'il fait, je pense que normalement, il est là pour l'intérêt du peuple burkinabé, pour l'intérêt de tout le Burkina, pas seulement François Ier. Il faut que derrière mon projet, ait un intérêt collectif. Et qu'il y ait d'autres personnes qui puissent faire la même chose. Voilà. Là, il fera quelque chose. Mais si c'est mon intérêt personnel, non. Et vous, en fait, à partir de là, vous avez l'obligation de réussir, en fait. Ça, c'est si je me suis engagé, à mon âge, faire crédit,
C'est pour réussir. Sinon, j'irai faire de l'import-export. C'est encore plus simple. Hein? C'est simple. Alors, revenons en fait. Ce n'est pas non plus si simple que ça, parce que les commerçants qui nous regardent disent de ne pas accepter aussi facilement ce que vous êtes en train de dire. Oui. C'est une parenthèse que l'on peut fermer pour ne pas encore davantage en polémiquer. Mais je veux qu'on revienne sur l'unité industrielle de Koudougou. Au début, il a fallu recruter des jeunes, les former. Et ça aussi, comment ça s'est passé? Et ça, c'est le gros problème. Le gros problème est que moi, j'ai eu un crédit du fonds d'extension. D'extension. Un autre crédit. Pour faire de l'extension. J'ai eu un crédit au fonds culturel. Vous avez parlé de 42 millions. Le premier crédit, c'est pour l'expansion. Et l'expansion, ça veut dire que vous existez, vous faites de l'expansion. On est d'accord? Et qu'avec un fonds de roulement. Mais avec moi, en tant que j'ai dans ma tête, de l'expansion, je suis parti à une nouvelle histoire d'industrie. Qui fait que... Vous n'avez jamais abandonné ce projet d'industrie là. Et que le crédit maintenant, avec la ligne directrice et le canevas, ne correspondait pas à ce qui est écrit. L'investissement et mon travail ne correspondent plus à leur ligne directrice. C'est comme s'il fallait reprendre alors. C'est comme si je n'ai pas suivi les règles. Et c'est un problème maintenant que j'ai eu avec eux. Parce que pour eux, c'est pour faire ça, 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 ça. Alors que moi, je suis parti maintenant dans l'industrie. Je suis parti dans un autre concept. C'est comme une autre identité, une entité qui commence, qui n'est pas celui de Ouara, qui n'est pas François Premier. Un nouvel obstacle devant vous. Obstacle qui commence. Et le nouveau obstacle qui commence est que dans l'industrie, il faut du personnel qualifié. Il faut des gens d'encadrement. Il faut former les gens. J'ai mis une année à former les gens, les tisserands que vous voyez. Et ces tisserands, une année? Une année. Les tisserands, au Burkina Faso, on ne paye pas pour être formé. C'est vous qui donnez à manger ce qu'on appelle des per diem aux gens. Et dans l'année, ça fait un budget énorme, 20 personnes. 20 personnes? 20 personnes. Pour leur formation déjà? Oui, parce qu'il faut payer un formateur. Et deuxièmement, il faut leur donner tous les mois, tous les jours peut-être 500 à quelque chose. Même si vous donnez une personne 750 par jour pour manger ou 1000 francs par jour, dans le mois, ça fait combien? Multiplié par 20 personnes pendant un temps, le temps qu'ils vous sortent des bons produits. Et ça fait partie encore de mon investissement, qui n'était pas prévu dans le plan initial de financement. Ça, c'est un. Et encore des obstacles, des surprises que je ne savais pas, on appelle des aléas. Lesquels, par exemple, qui vous ont beaucoup touché? Des aléas comme quand vous faites des produits, il faut chercher la qualité, le tissage, il faut trouver la qualité, il faut la mise au point, ça prend du temps. Et il y a eu des incompréhensions souvent. La construction. Vous avez décidé à faire un hangar, comme ça, on se rend compte que ce qui est écrit dans le business plan ne correspond pas au montant. Donc tout ça, c'est des aléas. Le deuxième aléa encore est que dans votre crédit, il y a l'assurance vie. À votre âge, l'assurance vie déjà vaut 3 millions. Quand vous calculez tout ça, c'est des sommes énormes. Et que la somme que vous avez prise, il y a le montant qui est annoncé, mais en réalité, il ne vous reste pas ça. Donc comment vous allez faire maintenant pour travailler, pour pouvoir assumer? Donc, pour pouvoir assumer, j'ai tenu, je n'ai pas le choix, parce que mon objectif, c'est de réussir. Advienne que pourrait. Face à l'adversité, peu importe ce que cela va vous coûter. C'était tendu avec le fonds culturel. Je leur ai expliqué. Voilà. Ils n'ont pas voulu comprendre à un moment donné. Je dis, je ne suis pas la personne. J'ai brassé tellement d'argent, je ne suis pas le mec à prendre de l'argent. Je ne roule pas une grosse voiture. Je vis simplement. Il y en a qui ont cru que peut-être c'est une tentative de détournement. Non. Ils le savent, ils me connaissent. Non, c'est des gens bien. Ils me connaissent. Ils connaissent très bien mon état d'esprit. Mais seulement, eux aussi, chacun veut sauver son fauteuil. Ils savent très bien que si demain il y a des... Les règles sont les règles, il faut les respecter. Voilà, c'est tout, il faut les respecter. Donc, on a essayé de voir, ils ont essayé d'échelonner, on a essayé de trouver des solutions. Donc, j'étais obligé maintenant de frapper à toutes les portes pour expliquer mon problème. Et après, maintenant, pour que je puisse agrandir, parce qu'à partir du moment où vous avez ça, il faut booster la production. Parce que le produit plaît, le produit a fait son chemin. Il faut booster la production, il faut créer des marchés. Et tout ça, c'est de l'argent. Il faut aussi faire la communication. Il faut augmenter le nombre de machines pour produire. Il faut aussi former encore des gens pour agrandir votre affaire.
Donc j'étais obligé maintenant de frapper à des portes. Et maintenant j'ai eu le fonds burkinabé d'économie sociale qui m'est venu en aide pour que je puisse aujourd'hui faire... Ça devient intéressant. Encore une fois de plus, un nouveau financement. Un nouveau financement. Et ça fait combien? Ça fait, je ne vous dirai pas le montant. Non, mais c'est important. Puisque de toute façon, vous êtes dans la logique de la transparence. Et comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas là pour prendre de l'argent et puis ne pas dépenser utilement. Donc, du coup, vous pouvez nous dire, ça fait combien? Ça... Plus de 100 millions sans doute. À peu près, oui. Bon, donc ça m'a permis aujourd'hui de faire les travaux, d'agrandir et que ça devienne une vraie industrie. À partir d'aujourd'hui, maintenant, je suis équipé, j'ai ce qu'il faut pour travailler. Sinon, avant... Et la main-d'œuvre? La main-d'œuvre, aujourd'hui, les gens sont formés. Parce que le problème, c'est quoi? Si j'avais eu l'argent du fonds culturel et que j'avais une équipe formée, j'avais une équipe prête, il n'y allait pas avoir de problème. Mais là, il fallait construire mon monde. Il fallait former les gens. C'est ça le gros problème. Aujourd'hui, c'est... Si on vous donne des milliards aujourd'hui, quand en face, vous n'avez pas des gens qui peuvent travailler, c'est difficile. Et vous n'avez même pas souvent la certitude que toutes les personnes que vous formez vont finir par rester avec vous. Voilà le problème. Ouais. C'est ça le problème. Après la formation, il faut les employer. Est-ce que vous avez donné des contrats aujourd'hui à ceux qui travaillent? Actuellement, ils seront tous sous contrat parce qu'aujourd'hui... Ils seront, donc ils ne le sont pas d'abord? Ils le sont actuellement. Mais il y a des gens qui viennent. Je dois employer encore beaucoup. Là, vous voyez, il y a plein de machines qui rentrent, il y a la transformation, il y a tout ce qui se suit. Vous avez combien d'employés aujourd'hui? Il faut que j'arrive à 50 actuellement. Il faut aller à 50. C'est ce qui est convenu. Mais actuellement, vous en avez combien? Actuellement, j'ai 30, je dois récupérer 20. Donc ça fera au total 50 employés. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a Ouaga. Et n'oubliez pas qu'il y a des travaux indirects. J'ai comment on appelle ça, des teinturiers qui sont là, qui sont 10. C'est moi qui leur donne du travail. Elles sont en association, je les ai logées ici, j'ai construit, je les ai logées pour qu'elles soient à côté de moi. Ça aussi, je leur donne du travail. À Ouaga, j'ai des teinturiers que je donne du travail. Donc, quand on prend les 10, on prend ceux de Ouaga, 10, ça fait combien? Ça fait 20. Donc, on arrive à 70. Parce qu'il faut que je leur donne. Ils ont tous du travail aujourd'hui. Avant, c'était pas. Sans arriéré de salaire. Pour le moment, tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Mais oui, ça va pour le mieux. Mais il faut aussi la distribution, la commercialisation, la communication. Oui, ça veut dire que pour le moment, vous êtes dans la phase opérationnelle de votre unité industrielle. L'autre défi maintenant, c'est d'écouler le produit quand il va sortir d'ici. Oui. Alors, vous n'êtes pas uniquement là que pour faire des tuniques, des costumes, mais vous vendrez désormais le tissu lui-même. Je peux aujourd'hui, où je suis aujourd'hui, parce que je n'avais pas le choix, parce que j'ai la demande. J'ai des créateurs qui arrivent de Ouagadougou. J'ai des créateurs qui arrivent d'Abidjan. J'ai des gens qui arrivent un peu de partout qui veulent ma matière première. Donc j'ai réfléchi. J'ai dit mieux vous affecter chaque machine pour chaque personne avec des contrats. On peut travailler des choses spécifiques pour eux. Et ça crée des emplois. Vous comptez éponger toutes ces dettes-là dans combien d'années éventuellement? Si ça marche. 5 ans. 5 ans. Dans 5 ans, en ce moment, on pourrait dire que tout va rouler correctement parce qu'en ce moment, vous n'aurez plus 5 francs à payer à qui que ce soit. On ne gêne pas le choix parce que c'est des engagements. On ne vous donne pas de crédit sans garantie. Bon, quand on vous écoute attentivement, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire ou qui ne savaient pas tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, ils se disaient peut-être tout est facile, mais créer une entreprise dans ce pays, apparemment, ce n'est pas du tout facile. Je ne peux pas dire que c'est difficile, je ne peux pas dire que c'est facile. Ça dépend du niveau de l'entreprise. Moi, je vais dans l'industrie. L'industrie demande de l'argent. Quand on regarde les péripéties, quand on regarde tout ça, oui, il y a beaucoup, oui. C'est la vie, c'est normal. Un entrepreneur est confronté à ce problème. Vous croyez qu'en France, c'est facile? En France, j'ai tourné 1 million d'euros, 2 millions d'euros avec des encours. Attends, ici, il n'y a pas d'encours, il y a quoi? Ici, 100 millions, c'est quoi? C'est de l'argent pour une industrie? On parle des milliards. Quand on parle de l'usine qui vont se faire, c'est 100 personnes qui vont employer, mais c'est 2 milliards, 3 milliards qu'ils ont investi. C'est rien. Et 100 millions, c'est quoi? 100 millions, si vous achetez un bâtiment, vous faites le bâtiment, vous mettez le matériel. Vous regardez ici l'investissement, tout est carrelé. Vous mettez tout ça, les 100 millions, ça s'en va. Mais pour celui qui n'est pas dans l'industrie, celui qui est peut-être le jeune tailleur ou celui qui est le petit couturier, pour peut-être lui son problème c'est 1 million. Mais quand on arrive à l'industrie,
100 millions, ce n'est pas de l'argent. Le Salon international du coton textile de Koudougou, première édition, deuxième édition en 2020. C'est un tremplin pour vous, pour la transformation du coton sur place, qui est une bonne nouvelle pour la commercialisation et la visibilité, parce que vous allez sans doute recevoir du monde qui va venir voir comment vous débrouillez tout ça. Oui, le salon international, parce que ce salon, il fallait le créer. Ce salon de haut niveau, ce salon de la réflexion, ce salon de la recherche, ce salon avec lequel où on va croiser des professionnels. Ça n'existait pas au Burkina Faso. Et si aujourd'hui, si on veut booster notre domaine, si on veut aller à l'avant, si on va aller vers l'industrie, il faut croiser aussi des professionnels. On va dans un salon, on ne va pas seulement pour vendre, on va aussi pour avoir des idées. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? On dit toujours l'avenir appartient à celui qui se lève trop tôt. Mais moi, je dirais l'avenir appartient à celui aussi qui a des bonnes idées. Mais pour avoir des idées, il faut brasser les gens. Donc ce salon-là, c'est quelque chose de très très important actuellement pour notre coton, pour le Burkina Faso. Ok, voilà. Et pour l'avenir même du secteur du coton, est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'il faut impérativement davantage unir les acteurs, les ramener sur le même chemin, parce qu'on sent qu'il y a des incompréhensions aussi dans le domaine entre les différents acteurs? Oui, il n'y a pas d'incompréhension, il y a manque de connaissances dans le domaine. Le domaine, comment vous expliquer ça? C'est de la bouillabaisse. C'est-à-dire que moi, je vous ai parlé, on parle de millions, on parle de ce que je fais. C'est différent d'un créateur, c'est différent d'un couturier, c'est différent d'un tailleur. Ça, on parle d'industrie. Il y a le créateur aussi qui est là. Son problème, c'est de faire une collection, aller faire un défilé, montrer ses paillettes et défiler, et puis voilà, pour se faire connaître. Le tailleur qui est là, son souci aussi, c'est de se lever le matin, avoir un client qui vient avec un morceau de tissu et qui lui propose une idée, qu'est-ce qu'il veut faire. Ça, c'est prestataire de service. Il y a le confectionnaire qui est là. Son souci, lui, il a les machines. Lui, son souci, c'est d'avoir la matière première confectionnée et que les gens viennent prendre en gros et distribuer. Vous voyez? Donc, il faut que ce métier-là soit sectorisé et avec mieux organisé, nomenclature. Organisé et différencier les problèmes. C'est-à-dire, mon problème à moi n'a rien à voir avec un problème d'un créateur. Le créateur, son problème n'a rien à voir avec un tailleur. Tailleur, son problème n'a rien à voir avec un... Quelqu'un devrait évoluer dans son... Si on veut accompagner, on accompagne secteur par secteur. Et on discute secteur par secteur. En ce moment, on peut avoir ce qu'on appelle une fédération globale, mais à l'intérieur, c'est... Et vous y travaillez actuellement pour la fédération? Je travaille actuellement. Bonne chance à toutes les personnes qui sont sur le projet. Il y aura ça bientôt. On a parlé de toutes les difficultés, mais il faut savoir qu'il y a tout de même de bonnes nouvelles, François Ier. Vous avez été souvent récompensé, vous avez été appelé à vendre votre expertise au plan international. Ce trophée, parlez-nous-en, ça vient d'où? Ce trophée, c'est une association des jeunes créateurs de Burkina Faso, qui s'appelle Maïma. C'est eux qui m'ont fait le trophée parce qu'ils trouvent qu'ils se retrouvent en moi. Et ils sont venus chez moi et puis ils m'ont offert le trophée. Ils disent que depuis que je suis venu au Burkina Faso, je suis leur icône qui s'identifie à moi. C'est réconfortant. C'est réconfortant que grâce à moi, ils ont changé. Mais bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle aussi, vous avez été décoré, la médaille... Oui, j'ai été décoré par le ministère de la Culture en 2016. Pour l'ensemble de tout ce qui a été fait. Pour le travail que je fais. Mais félicitations à vous. J'ai une ultime question pour François Ier aujourd'hui. Quels sont les conseils que vous avez pour les jeunes qui nous regardent, qui se disent il n'y a pas de travail au Burkina, tout est difficile, alors que vous avez quitté l'Europe, vous êtes rentré chez vous, vous employez des jeunes, on les voit à l'œuvre actuellement un peu partout. Quels sont les conseils que vous avez pour cette jeunesse burkinabé, pour qu'elle travaille pour son avenir? Cette jeunesse, d'abord, c'est facile de donner des conseils. Mais mon expérience et mon temps et la jeunesse d'aujourd'hui, c'est deux choses à part. Moi, je pense que c'est un problème de fond. Si on donne à la jeunesse des conseils, et qu'au fond, c'est un travail de fond. Il y a une responsabilité de la jeunesse, il y a une responsabilité aussi de la société. Vous savez, moi, je suis pas pour... j'ai vécu en France, dans l'industrie, pendant des années. Mais le système économique, le système français, je ne suis pas pour. Moi, je suis pour le système allemand, le système italien. Le système allemand, dès le bas âge, ou le système italien, depuis l'école, le lycée, le collège, on découvre l'entreprise. C'est-à-dire, on peut aller une fois par mois en entreprise tout en étudiant. Et quand on va à l'université,
on signe ce qu'on appelle de l'alternance, c'est-à-dire qu'on peut avoir un contrat avec l'entreprise tout en étudiant. Et après, quand il a ce diplôme, au moins il découvre l'entreprise, c'est ce que l'entreprise. Et après, maintenant, ça lui permet de s'orienter. Mais ici, on finit, l'étudiant assis, il boit le thé, il est assis, on finit le diplôme, le doctorat, après on se lève maintenant pour chercher du travail. Il faut réadapter. Il faut réadapter tout le système. C'est une question d'éducation. C'est une question de philosophie, d'éducation. C'est tout. À partir du moment où la personne connaît qu'est-ce que c'est que la... Il y a des gens qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est que la couture, comment... Mais voilà, la tribune leur est au fait, ils vont regarder, ils vont comprendre. Donc ce n'est pas de leur faute. Donc il faut réadapter tout ça. Il faut réadapter tout ça pour préparer une nouvelle génération qui vont pouvoir être des entrepreneurs, qui vont connaître l'entreprise et qui vont pouvoir ne pas dire forcément il nous faut la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tous derrière la fonction publique. Alors qu'en réalité, il y a du travail. Les gens peuvent travailler. Regarde-moi les structures que nous avons. On a besoin de commerciaux, on a besoin de l'administrateur, on a besoin de graphistes, on a besoin de comptables. L'industrie a besoin de tout. Mais comment faire? Les gens ne viennent même pas vers nous. S'ils disent un stage, ce qui les intéresse, c'est d'aller dans les banques, c'est d'aller dans les téléphonies. Et quand ils parlent de nous, ils ne savent même pas qu'on est une entreprise. Hein. Ils croient qu'on est des gens qui des débrouillards. Des débrouillards. Voilà qui est clair. Mais l'opportunité vous est offerte, hein, cette chère jeune Burkinabé. Il y a de l'emploi à prendre chez François Ier ici, dans tous les domaines. Quels sont vos vœux pour le Burkina Faso en quelques mots? La paix. La tolérance, la sécurité, et puis aussi la paix. Moi, j'ai vu hier, je crois que c'est hier, les ministres de culture de G5 Sahel qui sont réunis en parlant de la culture et de lutte contre l'extrémisme violent. Moi, j'ajouterais qu'il y a la culture, c'est vrai, j'ai suivi leur discours, mais il faut une culture économique. On peut faire la culture, mais si on ne met pas l'économie devant, si les gens n'ont pas de travail, c'est difficile aussi de couper. Voilà qui est clair. Merci à vous. Merci à François Ier. Ami de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, c'était François Ier Yaméogo, depuis Koudougou, hein, au cœur de son unité industrielle. On vous souhaite bonne chance et on espère que votre exemple va impacter d'autres Burkinabés qui vivent hors de nos frontières à rentrer au pays, créer de l'emploi et qu'on va leur faciliter aussi beaucoup de possibilités pour qu'ils puissent obtenir des financements, mais également un accompagnement conséquent. Merci à vous. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Le grand déballage se déportait dans la ville de Koudougou, au cœur de l'unité semi-industrielle de François Ier dans la création du Faso d'Anfani. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur nos antennes. Bonsoir chez vous.